Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Par cette belle matinée agréablement ensoleillée, Amanda Juxton, installée sur la terrasse de sa grande maison, sourit au monde. Malgré ses cheveux d'une blancheur de neige, tirés en arrière et dégageant sa petite tête ronde, ses lunettes, avec leur monture de plastique bleu agrémentée de faux brillants, lui donnent encore l'allure d'une femme d'âge moyen. Son corsage est un embrasement de jaune orangé. Elle ressemble à un professeur à la retraite qui aurait conservé des goûts jeunes en dépit des années. À ses pieds, somnole un bon gros matou beige. Un plateau dans les mains, Sheila Benson apparaît à la porte-fenêtre et s'avance sur la terrasse d'allée. Au claquement de ses hauts talons, Amanda se retourne, comme si quelque mécanisme se déclenchait en elle. Sheila sourit. « Voici, dit-elle, l'air de nager dans le bonheur, le petit déjeuner est servi. »« Tant mieux, » répond Amanda. « J'ai tellement faim que j'avalerais bien un cheval tout entier. » Sheila s'exclave. « Ne préféreriez-vous pas un bon jus d'orange, du bacon canadien et des œufs brouillés? »« Eh bien oui, maintenant que vous m'en parlez, je crois que j'aimerais assez cela. »« Parfait !» roucoule Sheila en posant le plateau. « C'est justement ce que nous avons ce matin. » Le chat, qui d'un œil guette la scène, se redresse. Miaulant, il se détend et pose ses pattes de devant et son nez sur le bord de la table. Amanda lui caresse la tête. « Oui, Crème Pouf veut aussi son petit déjeuner, n'est-ce pas, mon joli ?» Sheila, qui jusque-là faisait mine de l'ignorer, regarde le chat du coin de l'œil. Son sourire vacille, puis reprend tout son éclat. « Bien sûr, nous allons prendre une soucoupe et donner à manger au bon petit minou. » Elle s'élance en hâte vers la maison, le chat sur les talons. Une fois à l'intérieur, elle cesse de sourire et se hâte vers la cuisine. La colère se lit sur ses traits. Elle pose un petit bol sur la table et sort un pot de crème du réfrigérateur. Elle n'a pas encore commencé de verser que le chat a déjà sauté sur la table. Furieuse, elle le chasse sans ménagement d'un revers de main. L'animal laisse échapper un miaulement de surprise et s'enfuit de la cuisine. Quand Sheila revient sur la terrasse, il est pelotonné sous la chaise de la vieille dame. Avec un sourire angélique, Sheila s'agenouille et pose devant lui le bol de crème. « Il a vraiment eu peur, ce pauvre Crime-Pouf !» fait-elle, lui parlant comme à un bébé. « Vous êtes si gentille !» remarque à son tour Amanda. « C'est presque comme si vous étiez ma fille. » Elle pose sa main sillonnée de grosses veines sur celle de Sheila. « C'est un tel réconfort pour moi de savoir que Crime-Pouf vous aura, John et vous, pour l'aimer et prendre soin de lui quand je ne serai plus là. » Sheila se met à rire comme pour chasser l'humeur sérieuse de la vieille dame. « Faut pas parler ainsi, Amanda. Il vous reste encore beaucoup d'années à vivre. »« Allons, Sheila. Nous savons toutes deux que ce n'est pas vrai. J'ai 79 ans et le docteur Marshall ne nous a caché ni à l'une ni à l'autre qu'avec mon pauvre cœur, je peux mourir à tout instant. Ça n'avance à rien de fuir la vérité. Je serais morte de solitude depuis longtemps si vous et votre merveilleux mari n'étiez venus vivre avec moi. J'apprécie beaucoup ce que vous faites pour moi et je
tiens à ce que vous le sachiez. » Oh, c'est très gentil, dit aimablement Sheila. Mais sachez que cette année passée en votre compagnie a été la plus heureuse de notre vie. Vous savez, Amanda, je vous aime autant que j'aimais ma pauvre maman. Crimpouf cesse de laper sa crème, lance à Sheila un regard écœuré et, lui tournant le dos, s'éloigne dédaigneusement. Amanda met sa main devant sa bouche pour dissimuler un bâillement. « Je crois que je vais aller m'allonger un peu. » D'un ton plein de sollicitude, Sheila l'y encourage. « Oui, c'est ça, vous avez besoin de repos. » La vieille dame s'éloigne à petits pas, suivie de son chat. Ayant entendu la porte de la chambre d'Amanda se refermer, Sheila achève de débarrasser la table et retourne à la cuisine. Lorsque le téléphone sonne, elle se tourne vers l'appareil installé dans le hall, puis, entendant Amanda répondre, elle s'approche de la chambre de la vieille dame pour écouter. « Oui, je vois, dit Amanda. 500 $? Mon Dieu! Et au porteur? Oh, oui, je vois. Comment? En veste de tweed, dites-vous? Oh, non, ce chèque, bien sûr, il est de moi. Oui, parfaitement. Faut-il que j'aie vieilli pour oublier un chèque de 500 $? Oui, c'est ça. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Dès les premiers mots, Sheila est devenue toute pâle. Elle se tord les mains et de fines gouttes de sueur perlent sur son front lorsqu'elle entend Amanda s'asseoir sur son lit en disant « Mon pauvre Crimpouf, nous voilà devant un gros problème. » Sheila sort en trompe de la maison et gravit 4 à 4 les marches qui conduisent à l'appartement qu'elle occupe avec son mari au-dessus du garage. John, affalé dans un fauteuil, en chaussettes, lève les yeux du magazine sportif dans lequel il est plongé en l'entendant grimper l'escalier. « Ah, qu'est-ce qui t'arrive encore? Me dis pas que t'as un pressentiment pour le couplet d'aujourd'hui. »« John, elle sait tout. » Il la dévisage, soudain sérieux. « T'es sûr? » La banque vient de l'appeler au sujet du chèque que tu as touché ce matin. J'écoutais derrière la porte. Quand ils ont donné ta description, elle a dit que tout allait bien et que c'était elle qui l'avait signé. Ouais. Sur le moment, elle n'aurait pas voulu accuser d'usage de faux son cher petit ami, comme elle m'appelle. Eh ben, ça nous donne le temps de décider des mesures à prendre. Qu'est-ce qu'elle va faire, à ton avis? Je pense que tout d'abord, elle va nous demander des explications au sujet de ce chèque. Il faudra inventer une excuse. Je sais pas, moi, que nous avions besoin de cet argent pour quelque chose de grave et qu'on n'a pas voulu le lui demander parce que elle est trop bonne et que nous avions l'intention de tout rembourser. On arrivera bien à s'en tirer, va. Mais si ça lui donne l'idée de vérifier les relevés de son compte en banque? Alors, mon cœur, je dirais que nous avons tué la poule aux œufs d'or. Pire encore, tu sais qu'elle est radin. Si elle découvre qu'on a touché pour plus de 10 000 $ de faux chèques, elle va nous faire arrêter. Le front ridé, les lèvres serrées, John s'absorbe dans ses pensées. Sheila se demande une fois de plus comment un simple emploi d'infirmière a pu les conduire à cela. Quand l'agence lui a offert la place il y a 1 an, elle a tout d'abord refusé, mais John n'ayant pas de travail en vue, elle finit par accepter. Heureusement, Amanda lui a plu tout de suite. 1 semaine plus tard, Sheila lui parlait de son mari au chômage. Amanda les invita alors à dîner tous les deux et, peu après, leur proposait de venir vivre auprès d'elle. Ils ne seraient pas traités comme des domestiques, leur avait-elle expliqué, mais plutôt comme des membres de la famille. Amanda leur proposant un salaire mensuel de 200 $, plus naturellement les dépenses courantes, il l'avait fait monter jusqu'à 275, mais n'avait pu obtenir plus. Par la suite, elle leur avait confié qu'elle s'était attendue à payer 250 $, mais que Crimpouf et elle étaient bien d'accord pour ne pas aller au-delà de 275. Il savait que son mari lui avait laissé beaucoup d'argent.
Mais ce n'est que beaucoup plus tard qu'ils apprirent qu'elle possédait plus de 2 millions de dollars en titres et propriétés. Dès lors, ils n'eurent plus qu'une idée: lui soutirer davantage d'argent. Bientôt, Sheila se mit à faire le marché et put mettre dans sa poche entre 50 et 100 dollars par mois, rien qu'en faisant danser l'anse du panier. Peu après, Amanda lui demanda de lui faire tous ses chèques de façon à ne plus avoir qu'à les signer. Poussée par John, Sheila s'arrangea pour être chargée aussi du contrôle des relevés bancaires. Puis, John ayant démontré qu'il serait facile d'imiter la signature d'Amanda, ils avaient encaissé pour plusieurs centaines de dollars de faux chèques, environ 2 fois par mois. Quand les faux chèques revenaient avec le relevé de la banque, Sheila les retirait tout simplement de l'enveloppe et falsifiait le relevé avant de le communiquer à Amanda. « C'est ta faute !» déclare Sheila. « Moi, j'ai toujours été contre cette histoire de chèque. »« Ah, foutue journée! Il a fallu qu'un caissier fasse du zèle. Jusqu'ici, tout s'était bien passé. »« Mais c'est stupide de prendre tant de risques. Il suffisait de rester aux petits soins pour elle et nous aurions hérité du magot. Maintenant, on va se faire virer. Encore heureux si on ne se retrouve pas en prison. » Se levant d'un bond, John la gifle à toute volée. « Ça suffit maintenant avec tes jérémiades !» De toute manière, rien n'est encore perdu. Le seul problème, c'est si elle agit avant nous, puisque jusqu'ici, pour la banque, c'est elle qui a signé ce chèque. Et qui plus est, nous sommes toujours ses héritiers, donc... Nous n'avons qu'une solution. Laquelle, John? Le meurtre. Et encore, il faut se dépêcher. On ne peut pas dire que John et Sheila se laissent étouffer par les sentiments et les scrupules. Réussiront-ils à accomplir leur forfait? La réponse, d'ici quelques instants. Abusant de la confiance d'une vieille dame qui les aime comme ses propres enfants, John et Sheila ont réussi, en lui faisant signer des chèques, à s'emparer d'une partie de sa fortune. Ce qui est d'autant plus risqué et ridicule qu'elle avait fait d'eux ses héritiers. Elle vient de découvrir leur forfait. Sheila en a la preuve par une conversation de la vieille dame avec son banquier. Pour l'instant, elle les a couverts, mais il faut la prendre de vitesse. Et pour cela, une seule solution dans l'esprit de John: le meurtre. Encore doivent-ils se dépêcher. Tu plaisantes, John? Non, je suis sérieux. Écoute, il s'agit simplement de prévenir la nature, enfin de lui donner un petit coup de pouce, quoi. Amanda est susceptible de mourir d'un instant à l'autre. Le docteur Marshall a dit qu'il suffisait d'un choc pour la tuer. Maintenant, je suis certain que si je prélevais un peu d'arsenic dans les produits de jardinage et si t'en mettais une pincée dans son lait du soir, le docteur penserait simplement que son cœur a fini par lâcher. « Tu le crois vraiment, John ?» demande Sheila, les yeux écarquillés. « Naturellement, idiote. De toute façon, c'est ce qui va lui arriver. Et pour nous, mieux vaudrait que ça se produise maintenant. Aussi, on va agir ce soir même. »« Et demain, nous serons riches ?» murmure Sheila, songeuse. « Demain, si vite. » Un verre de lait chaud à la main, Sheila frappe à la porte d'Amanda. « Entrez !» Souriante, Sheila pénètre dans la chambre. « Et voici une tasse de bon lait bien chaud pour vous faire de beaux rêves. » Crimpouf, qui sommeillait au pied du lit, ouvre les yeux, s'étire et pose sur le lait un regard de convoitise. « La journée a été longue et je suis affreusement fatiguée, » dit la vieille dame. « Mais je ne peux arriver à m'endormir sans mon lait. C'est l'âge qui fait ça, sans doute. Mais mon enfant, ne restez pas debout. Asseyez-vous et bavardons un peu. »« Volontiers, » répond Sheila, qui s'assied au bord du lit et fait mine de caresser le chat. Amanda remarque
qu'elle lui lisse le poil à l'envers. « Sheila fait enrager le mignon petit chat !» dit-elle en souriant, après avoir bu une petite gorgée de lait. « Ah, le pauvre minou !» Son sourire se fige, puis s'efface peu à peu. Elle se redresse, respirant à grand-peine, et tandis que Sheila la regarde, il lui semble que le temps s'éternise. Comme fasciné, Crim-Pouf s'approche du lit. Le visage d'Amanda se tord, on dirait qu'elle veut parler, puis, avec un petit soupir, elle retombe contre l'oreiller. Le contenu de la tasse commence à se répandre et Sheila retire le récipient des mains inertes de la vieille dame. Crim-Pouf vient renifler le visage de sa maîtresse et se met à miauler comme s'il pouvait la rappeler à la vie. Sheila pose la tasse sur la table de chevet et court à la porte d'où elle appelle « John! John! Elle est morte !» John escalade l'escalier 4 à 4. D'un coup d'œil, il enregistre la scène, puis, s'approchant du lit, tâte le pouls d'Amanda. « Ouais, ma belle. Tout ce qu'il y a de plus morte. » Sheila contemple le corps. C'était si facile. On aurait dû le faire plus tôt. John acquiesce d'un murmure et décroche le téléphone. Il compose un numéro et demande à parler au docteur Marshall. Le chat miaule furieusement pendant que John parle au docteur d'une voix empreinte de tristesse. Sheila pose la tasse de lait à terre et dit « Tiens, sale bête, viens donc boire !» Avec bonne grâce, le chat saute du lit et vient laper le lait. Quand John raccroche le téléphone, le chat pousse son dernier soupir. « Le médecin arrive tout de suite !» John s'interrompt, pétrifié. « Espèce d'idiote !» s'exclame-t-il d'une voix furieuse. « Il t'est pas venu à l'idée que si le chat mourait aussi, les gens penseraient poison et ne seraient pas loin à nous montrer du doigt ?» « J'y ai pas pensé !» dit Sheila, comprenant soudain la colère de son mari. Elle a rarement vu dans ses yeux une telle rage furibonde. « Mais à quoi tu joues, idiote? Ta bêtise peut nous mener droit à la chambre à gaz. » « John, est-ce qu'on ne peut pas l'enterrer et dire qu'il s'est enfui ou... je ne sais pas, moi. »« Personne n'y croirait. Tous ceux qui connaissaient Amanda savent que ce damné chat ne la quittait jamais d'une semelle. » Sheila sent la panique s'emparer d'elle. John fait claquer ses doigts comme, soudain, frappé d'une sublime inspiration. « J'ai trouvé. Ça peut marcher. »« Quoi, John ?» ?»« Le chat et elle étaient inséparables. Si le chat s'était fait écraser, le choc aurait très certainement tué la vieille sorcière. » Sheila pousse un soupir de soulagement. « Tu veux l'écraser post-mortem, c'est ça? » Exactement. Et personne pourra aller voir si cet animal écrabouillé a été empoisonné. Le docteur Marshall se redresse en hochant la tête. « La pauvre femme est bien morte. » Sheila s'essuie les yeux. D'une voix brisée, elle murmure. « Elle disait qu'elle ne pourrait pas s'endormir tant qu'on n'aurait pas trouvé Crim-Pouf. Alors, John et moi avons été voir sur la route, et il était là, dans le caniveau, écrasé, en sang. Vous l'avez vu? » « On voulait pas lui dire, » dit John. « Mais elle a entendu Sheila crier, et elle est arrivée dans le hall juste comme je rentrais avec le chat dans mes bras. En le voyant, elle a poussé un cri. Elle a voulu courir vers nous et elle est tombée. Moi, je pense qu'elle était déjà morte quand nous l'avons transportée dans sa chambre. » Le docteur hoche la tête. Elle avait cette bête depuis plus de 10 ans. C'était sa seule famille avant que vous ne veniez. Je suis content que vous ayez été là. Au moins, la pauvre est-elle morte entourée de ceux qui l'aimaient. « Oh !» sanglote Sheila.
Elle était comme une mère pour nous. Une femme si merveilleuse, si bonne. Nous sommes désespérés. » Un groupe austère fait face au notaire George Martin. Sont présents les représentants de plusieurs œuvres de charité, la femme de ménage d'Amanda, 2 jeunes livreurs de journaux, le laitier, le docteur Marshall, Sheila et John. Le notaire a lu d'un ton machinal le préambule et la liste des dons mineurs faits aux personnes présentes. Il n'a même pas changé de ton pour lire le passage concernant le legs de 25 000 $ au docteur Marshall, à charge pour lui de les consacrer à l'œuvre qu'il jugera la plus digne d'intérêt. Puis, le notaire se racle la gorge avant de poursuivre. J'arrive maintenant au legs le plus important. Depuis environ 1 an, dit ma cliente, j'héberge un couple que j'en suis venu à chérir comme mes propres enfants. Sheila laisse échapper un discret soupir de soulagement. Maître Martin poursuit sa lecture. Depuis quelque temps, je me rends compte que Sheila et John Benson prélèvent sur mon compte de petites sommes avec de faux chèques. J'ai autorisé le paiement de ces chèques comme s'ils étaient signés de ma main et je n'ai rien dit. Dans un tel climat de confiance, n'importe qui aurait agi de même. Connaissant ces enfants, je suis sûr qu'ils seraient venus d'eux-mêmes m'avouer ce qu'ils ont fait. Je ne veux surtout pas qu'ils aient de remords. C'est uniquement pour cela que j'en parle ici. Il est très possible qu'ils essaient de tromper la confiance que je vais maintenant leur accorder, mais je m'en remets à leur conscience. Je les nomme tous 2 exécuteurs testamentaires, sans restriction d'aucune sorte, du restant de mes biens en totalité. Et enfin, je lègue ces biens à mon bien-aimé chat Crimpouf pour être administré pour lui par ses bons amis, les exécuteurs testamentaires, aussi longtemps qu'il vivra. Et à sa mort, ce qui restera de mes biens, je le lègue aux œuvres de bienfaisance dont la liste suit. Sheila reste sans bouger de sa chaise, comme frappée de paralysie, jusqu'à ce que John se tourne vers elle et d'un coup de poing l'envoie rouler à terre. Chacun dans la pièce les regarde en silence. Mais Sheila et John lisent déjà dans leurs yeux à tous leur condamnation. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.